d'être venu ici donc à cette occasion spéciale du 70e anniversaire de l'ONU et de l'UNESCO. Ouais, ça c'est réellement une grande chance pour faire un peu le point sur un certain nombre de thèmes et dont nous sommes contents voilà, que vous soyez présents pour en fait célébrer ça. Le maréchal de la Cour, monsieur Pareil, monsieur l'ambassadeur, son excellence, madame la directrice, monsieur le président d'honneur de l'ONU, etc. Donc là, je m'arrête ici parce que j'ai pas le temps. Donc, j'ai quelques brèves réflexions à faire dans le contexte justement d'un nouvel ordre mondial au sein des Nations Unies. Ces trois thèmes de l'ONU et de l'ONU qui me paraissent importants. Le développement durable avec les trois piliers économiques, social et environnemental, c'est le premier thème. Cette année constitue une année charnière pour les Nations Unies dans le domaine du développement. Il s'agit de faire le bilan sur la période 2000-2015 avec les objectifs de développement du millénaire et de démarrer une nouvelle ère de 2016 à 2030 avec l'agenda pour les objectifs de développement durable. Beaucoup d'informations ont déjà été relayées par les médias. Il ressort du dernier rapport 2015 des Nations Unies que des progrès importants ont été faits au niveau de la réduction de l'extrême pauvreté, de la réduction du taux de mortalité des enfants, de l'inégalité des sexes et de la disponibilité d'eau potable qui, elle, a donc augmenté. D'un autre côté, les efforts visant à assurer la viabilité de l'environnement mondial ont donné des résultats mitigés. Dès lors, le rapport précise qu'il est crucial de s'assurer que le programme de développement pour le futur reflète les liens entre viabilité socio-économique et environnementale et protège et renforce l'environnement. Dans ce contexte, le projet annuel 2015 de formation de l'ONU en collaboration avec les lycées a été consacré aux objectifs de développement en relation avec les écosystèmes et l'environnement. Les Nations Unies ont enrichi le droit international avec des conventions en rapport avec les piliers social et environnemental du développement durable. De son côté, le Conseil de l'Europe a édité un manuel approfondi sur les droits de l'homme et l'environnement. Il est surprenant que les États-Unis d'Amérique n'ont toujours pas ratifié la principale convention des Nations Unies en matière d'environnement sur la biodiversité. Et les États-Unis n'ont signé que 2 des 8 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Dès lors, la question se pose si un partenariat actuellement en négociation entre l'Union européenne et les États-Unis sur le commerce et l'investissement peut s'inscrire réellement dans la perspective d'un vrai développement durable tel que promu par les Nations Unies. La deuxième réflexion, je voudrais la consacrer aux réformes reculées des Nations Unies, la multiplication des crises, dont celle évidemment des réfugiés, et les indicateurs financiers en Europe. Récemment, lors d'une visite à Londres, Mme Helen Clark, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, a abordé la situation actuelle des Nations Unies 70 ans après la fondation de l'ONU. À son avis, l'organisation doit réformer sa structure issue de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, basée sur le droit de veto au Conseil de sécurité pour la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. En effet, le monde d'aujourd'hui ne ressemble plus à cette constellation. De plus,
les nouvelles crises liées à des conflits, à la migration et au changement climatique se multiplient et prennent une ampleur de plus en plus vaste. À ce sujet, je voudrais juste mentionner que le prochain projet de formation 2016 avec les lycées sera justement consacré à l'aide humanitaire d'urgence qui permettra aux élèves des lycées de s'initier aux causes profondes d'une explosion mondiale de cette aide et aux solutions à plus long terme pour pouvoir y remédier. Concernant la grande conférence internationale des Nations Unies sur le climat en décembre à Paris, Mme Clark du PNUD estime qu'un accord sera trouvé, mais il sera réellement critique de revoir le niveau des engagements des pays. Actuellement, les promesses des États sont encore globalement insuffisantes et trop vagues ou conditionnelles, et ceci ne permettra pas d'éviter un dérèglement irréversible des conditions climatiques à un niveau mondial, avec une explosion continue des flux de migration que l'on constate déjà maintenant. Un seul pays comme le Bangladesh pourrait perdre jusqu'à 17% de son territoire d'ici 2050 et compter entre 13 millions et 40 millions de déplacés climatiques. Dans ces conditions exacerbées, certains indicateurs financiers en Europe méritent d'être examinés un peu en détail. Comme dans le cas de la crise très récente des réfugiés, les positions adoptées par les pays de l'Union européenne sont très différentes et témoignent de nouveau d'un manque de cohérence, d'efficacité et de solidarité entre les pays européens. Le Luxembourg constitue un bon exemple de cette forte disparité. Le pays est le champion dans l'aide publique au développement, avec un taux de plus de 1% par rapport au produit national brut, tandis que la Belgique compte diminuer son aide à 0,4%. Les taxes environnementales sur les combustibles fossiles, comme le gazole et sur l'électricité, visent bien sûr à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir en même temps le développement des énergies renouvelables. Au Luxembourg, les axes se situent à un niveau très bas par rapport à ces pays voisins. Concernant l'électricité pour les ménages, le taux de taxation est 20 fois supérieur par rapport à celui pratiqué en Allemagne. Comme les grands écarts dans ces indicateurs financiers et économiques importants entraînent des distorsions non négligeables avec une incidence transfrontalière, voire mondiale, l'Union européenne et les États membres devraient s'engager davantage à mettre en place un certain degré d'harmonisation pour ce genre de critères, avec des fourchettes plus étroites entre les valeurs extrêmes. Actuellement, le gouvernement luxembourgeois ne semble guère envisager de s'engager sur certaines pistes d'un financement alternatif, comme une taxe sur les transactions financières ou sur les transports aériens. Cette dernière taxe de type environnemental est prélevée au profit du fonds UNIT 8, qui intervient dans le domaine de la santé pour lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria. Cette taxe est mise en œuvre par la France, pratiquement seule parmi les pays de l'Union européenne, malheureusement, mais elle présente de grands avantages. Elle touche seulement les consommateurs d'un certain produit ou service ayant un impact sur l'environnement. Elle peut être ciblée sur un secteur ou une activité des Nations Unies. Le pourcentage de prélèvement reste très faible et un revenu régulier est généré sur une période pluriannuelle.
Donc en résumé, on peut dire qu'il reste beaucoup de chemin à faire pour que l'Union européenne puisse souvent non seulement s'exprimer, mais aussi agir d'une manière commune, solidaire et efficiente. La troisième remarque concerne la protection de la vie privée et de la liberté d'expression. Suite à l'affaire Snowden en 2013 sur la surveillance mondiale des communications par la National Security Agency des États-Unis, l'ONU avait publié 2 articles de presse sur l'émergence de nouvelles formes de violation des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Madame Navi Pillay, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme des Nations Unies, avait rappelé à cette occasion que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques assurent à chacun la non-interférence arbitraire dans la vie privée. Cette problématique des droits de l'homme est complexe, mais fondamentale. Elle n'est pas prête d'être réglée, comme le montre une récente décision de la Cour de justice européenne qui n'a pas jugé conforme l'accord Safe Harbor sur le transfert des données entre l'Union européenne et les États-Unis. Dans un guide pour les jeunes sur la liberté d'expression, l'UNESCO souligne l'importance de l'information en général, qui constitue l'oxygène de la démocratie. Il serait opportun qu'à l'instar de ses voisins, le Luxembourg dispose également d'une loi sur le droit à l'information au bénéfice de ses citoyens. À la fin de mon intervention, je voudrais mentionner qu'à l'occasion de ce 70e anniversaire de l'ONU, l'ONU a édité un flyer spécial qui contient aussi un résumé des résultats sur les missions de l'ONU à travers le monde. À votre convenance, vous pouvez demander lors de la réception, par après, un exemplaire de ce flyer qui sera disponible sur une table d'information concernant l'ONU et l'ONU. Je vous remercie de votre attention.